Nous avons, pour respecter le genre, Madame Aurélie Adamsoulé-Soumarou, qui est principale en charge de la gestion des politiques publiques relatives au secteur des téléphonies, de la télécommunication plutôt, au sein de la GSMA. Donc, en cette qualité, elle s'occupe des aspects liés à l'engagement de GSMA avec les gouvernements et les régulateurs dans la région africaine au sud du Sahara. Monsieur Mathieu Soglonou, qui nous vient de l'UNCDF, en qualité de conseiller technique et coordinateur du bureau régional. Il est crédité de plus de 15 ans d'expérience en matière de gestion de cycle de projet, de développement et d'expertise en finance inclusive. Monsieur Laurent Kiba, directement à ma gauche, qui est le chef du département opération Orange Money au Sénégal, et a une large expérience en design et cycle de vie de mobile payment et a développé une grande expertise dans l'inclusion financière, particulièrement appliquée à la téléphonie mobile. Monsieur Sacha Polverini, qui nous rejoint de la fondation Bill et Melinda Gates. Son profil est en anglais, donc je vais me faciliter la tâche. Sacha Polverini joined the Bill and Melinda Gates Foundation in the program Financial Services for the Poor in 2012 as a senior program officer. He's in charge of regulation and policy. Sacha represents the FSP and the Foundation on policy and regulation related aspects with a variety of stakeholders, including governments, SSB, global organizations, and grantee organizations. Et donc, après la présentation de nos éminents experts, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la première question, qui concerne l'importance de la finance digitale dans les pays africains particulièrement affectés par une situation de fragilité. Et donc, je vais demander à peut-être M. Laurent Kiba de bien vouloir nous donner son point de vue sur cette question. Merci Maïmouna, bonjour à tout le monde, bonjour à mes collègues donc panélistes qui sont là avec moi. Donc parler en fait d'inclusion financière via en fait la téléphonie mobile et via en fait la technologie, c'est d'abord parler des prérequis. Et on a en fait deux prérequis qui sont présents au niveau de l'Afrique et au niveau spécialement des pays qui sont en faiblesse. Donc le premier prérequis, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui la technologie qui est disponible pour l'ensemble des populations. Et c'est la même technologie qui existe en Afrique, qui est valable en fait en Europe. Aujourd'hui, on a la 4G qui est par exemple en Guinée-Bissau, qui est en fait qui est un pays qui n'est pas en fait qui est en fragilité. On a la 4G qui est disponible dans les pays les moins avancés. Et par rapport à cet état de fait-là, on se rend compte effectivement que l'accès à la technologie n'est pas en fait un frein aux populations. La deuxième chose qu'on peut enregistrer par rapport à cela, c'est qu'en fait, le mobile payment en fait, est arrivé grâce à ce premier prérequis-là et n'est plus en mode projet. Il y a 5 ans, quand on a lancé le mobile payment, c'était vraiment un projet. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les populations l'ont véritablement adopté. Ils l'ont adopté parce que la téléphonie mobile est présente. Ils l'ont adopté parce que les technologies sont présentes. Ils l'ont adopté parce que les opérateurs de téléphonie mobile ont pris en fait la mesure de la chose et ont décidé d'investir sur en fait une technologie et en fait sur la bancarisation des populations, sachant que cette bancarisation-là à court terme ne leur rapporte pas beaucoup d'argent. Mais à long terme, les opérateurs de téléphonie mobile ont compris que c'était non seulement un produit de fidélisation, mais un produit de développement en fait, des populations. Et par rapport à ces pays effectivement fragilisés, on se rend compte que les opérateurs de téléphonie mobile ont investi dans la technologie
mais aussi on investit pour que la bancarisation puisse se faire. Voilà. Merci, M. Laurent Kiba. Nous allons demander à M. Soglonou de répondre à la question. Merci. Je crois qu'il y a un micro ici. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. À mon tour, je voudrais vous saluer, chers participants à cette conférence, également mes collègues panélistes ici. Je dois d'abord dire que lorsqu'on observe aujourd'hui le monde, on a plus d'1,5 milliard de personnes qui sont affectées par des situations de conflit ou vivent dans des pays en transition. Et ces mêmes pays ou zones en transition récoltent environ 38% de l'aide au développement. Mais malgré cette abondance de l'aide au développement, on observe un gap entre les besoins et leur couverture. Et donc, il est nécessaire d'accompagner le gouvernement à pouvoir se doter de stratégies appropriées pour optimiser la gestion de cette aide pendant la phase de secours, pendant la phase de relèvement et pendant la phase de reconstruction, tout au long du processus de résilience dans une situation de crise ou de fragilité. Et en quoi la finance digitale est une solution unique? Son unicité réside dans le fait que ça permet un déploiement rapide, à grande échelle, de manière sécurisée, dans une dynamique de marché, et adaptée aux 3 phases de la résilience, à savoir le secours, le relèvement et la reconstruction. Donc, bien mise en œuvre, la finance digitale peut constituer un moyen de stratégie au gouvernement pour pouvoir passer efficacement les 3 phases de la résilience. Merci. Monsieur Soglonou, c'est donc une question de survie, si je comprends bien. Je retiens secours, relèvement, reconstruction, c'est une question de survie? C'est plus qu'une question de survie, c'est aussi une question de développement. Très bien. Sacha? So I will be the only one speaking in English, I guess, on this panel. Je peux parler français, mais I think I'm so used to speak about these things in English that I guess the terminology wouldn't come so quickly, so please bear with me. I have learned a lot today about countries in fragile situation and transition. I mean, this is something that at the Gates Foundation we not necessarily tackle. Our investment in Africa concern only a bunch of countries. We are active in Nigeria, East Africa, Kenya, Uganda, and Tanzania. Some of those countries at some point may have been in transition, and if we think about the oil crisis in Nigeria, the vulnerability of the economy and all the implications for the population are clearly very, very visible. So Nigeria could be one of those countries in a transition situation, on a very high vulnerability today. Why we at the Gates Foundation look at digital financial services? Well, our strategy is more targeting the poor, so those people living with less than $2 per day, which are by nature vulnerable. So we have already a level of vulnerability, but from what we heard today about all the other countries, the 20 countries that are considered in transition, there's even worse situation than the one that we are tackling every day in the country where we are investing. I guess when we think about digital financial services, just thinking aloud from what I heard today, I guess digital financial services can be a very effective solution for what my co-panelists said, but it all depends on what kind of crisis we're facing. So if it's a post-war situation, if it's whether we are dealing with refugees, digital financial services might have an impact. If we're thinking about an economic crisis, digital financial services might have another impact. And this is because we need an infrastructure, nevertheless, that needs to be in place in order for users, individual or SMEs, to take advantage of this new technology and innovation. So I would think that if we are in a post-war situation, or if we are dealing with refugees that are migrating from one country to another, given that using digital financial services require an extensive agent network, it might be difficult initially or in a short term to allow them to take advantage of these new products and services. If we're thinking instead about a financial crisis or an oil crisis, well, that crisis really overlap or happens in an environment that is already where infrastructure is already available, so where accounts can be open, where an agent network is already available for end users. So I think it's a question of really where the crisis, what the sources of the fragility
which one is the source of the fragility in order to understand what could be the potential impact for DFS. C'est donc dire, selon l'intervention de Sacha, que l'impact des services financiers digitaux varie selon le contexte de crise, selon qu'on est en période de post-guerre ou selon qu'on a des réfugiés en face de nous ou selon qu'on a une situation d'épidémie. Merci Sacha. Aurélie? Merci Maïmouna. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à la BAD pour cette invitation, pour la GSMA de venir partager notre perspective. Je voudrais, avant de répondre à la question posée, dire que je vais m'exprimer sur la perspective en fait des services digitaux, mais du point de vue des réseaux mobiles. Donc, comme mon collègue, mon co-panéliste tout à l'heure de Orange Sénégal, ça va être essentiellement sur le mobile money. Et le mobile money, ses bénéfices sont nombreux et ça a été largement documenté, mais ces bénéfices-là sont encore plus décuplés lorsqu'il s'agit des pays en transition, comme ça a été défini ici aujourd'hui. Par exemple, M. Soglonou a parlé tout à l'heure du fait que ces services peuvent être déployés très vite. Pourquoi ils peuvent être déployés vite? Parce que lorsqu'on compare, par exemple, les CAPEX, pour la mise en place d'une succursale d'une banque, par exemple, cela a été estimé à autour de $400,000. Quand on veut mettre en place un distributeur automatique pour les retraits de fonds, on tourne autour de $20,000 pour mettre en place. Lorsqu'il s'agit de mettre en place un système mobile money du point de vue de l'agent qui va fournir le service à la population locale, on est autour de 0 en termes de CAPEX. Donc c'est très rapide et c'est moins coûteux, beaucoup moins coûteux que ce qu'il faudrait mettre en place dans le cas de la finance traditionnelle que nous connaissons. L'autre aspect par rapport aux pays en transition que le mobile money vient résoudre, c'est que le réseau d'agents qui est mis en place répond également à un besoin de proximité. Parce que l'agent qui fournit le service vit dans la communauté. Et en vivant dans la communauté, il connaît beaucoup plus les problèmes auxquels la communauté est soumise et peut y répondre avec ce service qu'il est en train de fournir. Donc, il y a une proximité qui est importante. Le troisième facteur, c'est que, par exemple, ce matin, c'est M. Amadou Sy qui a parlé du fait que en République démocratique du Congo, le coût pour aller, par exemple, apporter de l'argent à une succursale bancaire était très élevé compte tenu du contexte économique, socio-économique du pays. Dans le cas du mobile money, on n'a pas ces contraintes parce que il y a beaucoup de flux qui sont virtuels. L'argent physique, en fait, disparaît au profit de ces flux. Et donc, ça répond encore plus, par exemple, aux problèmes de sécurité qu'on peut trouver dans certains pays, compte tenu du contexte. Ça répond aux problèmes de coûts, donc pour apporter de l'argent. Et enfin, souvent dans les pays en transition, donc les pays qui font face à des situations difficiles, les populations ont une distribution géographique qui est assez éparse. Donc, ce qui fait que les banques traditionnelles n'arrivent pas vraiment à fournir les services et à les fournir de façon durable, sustainable. Alors qu'avec le mobile money, compte tenu donc de ces coûts qui sont réduits, c'est beaucoup plus facile parce que on peut faire face à ces coûts réduits-là sans que cela soit préjudiciable en fait au business case. Donc ces raisons expliquent pourquoi dans les pays en transition aujourd'hui on note
comme vous l'avez d'ailleurs souligné, un grand taux de pénétration en fait par rapport au mobile money comparé au système bancaire traditionnel. C'est-à-dire que l'environnement dans les pays en situation de fragilité serait beaucoup plus propice à l'essor des services financiers digitaux, compte tenu du faible coût, compte tenu des aspects que vous venez de souligner. Tout à fait. Oui. Okay. Très bien. Nous allons passer à la deuxième étape de notre panel. Nous allons suivre une présentation de M. Mathieu Soglonou de UNCDF. UNCDF a une expérience particulière dans certains pays en situation de fragilité qu'il va partager avec nous. Merci beaucoup. Lorsqu'on remonte dans l'histoire, nous verrons que des grands pays comme l'Éthiopie avaient connu une crise de famine qui avait mis le pays dans une situation de fragilité. On a connu dans les années 2010 la crise au Pakistan, on a connu les crises au Sud-Soudan, on a connu les crises en Haïti qui ont nécessité des réponses rapides qu'on devait mettre en place. Alors, au terme de tout ça, on a observé que suivant que la crise soit rapide ou qu'elle soit lente, il est nécessaire de mettre en place un processus adapté pour gérer les différentes phases de cette crise, à savoir la phase de secours, la phase de relèvement et la phase de reconstruction. Alors, les outils adaptés varient suivant chaque phase. Et je vais mettre un peu l'accent sur les outils suivant chaque phase. Pendant la phase de secours, pendant vraiment la crise, il est important de pouvoir mettre l'accent sur les services financiers digitaux qui facilitent le transfert rapide de cash, mais également les paiements électroniques. Et pendant la phase de relèvement, un effort doit être fait pour construire la stabilité du secteur financier, pour pouvoir donner vie encore aux entreprises, au tissu économique. Donc, les transferts, la finance digitale peut être un moyen de pouvoir contribuer au relèvement économique. Et pendant cette phase, on peut faciliter l'épargne, on peut faciliter le crédit, on peut faciliter l'ouverture des comptes. Et pendant la phase de la reconstruction proprement dite, les services financiers digitaux peuvent constituer un moyen important de pouvoir restaurer l'ensemble de l'économie. Alors, parlant du cas spécifique de certains pays que je veux mettre en exergue ici, la Sierra Leone, le Sud-Soudan et la Somalie, nous avons noté que, par exemple, au niveau de la Sierra Leone, nous avons connu la crise Ebola. Et cette crise Ebola a affecté le tissu économique et a créé un important besoin. Et dans ce schéma-là, il était difficile pour pouvoir identifier la population, pour pouvoir faire le transfert. Comme M. Kourouma l'a dit ce matin, tu ne pouvais pas faire une identification digitale, tu ne pouvais pas non plus avoir le contact physique. Nous avons mis en place le système d'identification faciale pour pouvoir reconnaître et identifier la population, pour pouvoir faciliter le paiement. Et au niveau du Sud-Soudan, c'était important de travailler sur l'épargne, préalablement à la mise en place du crédit, parce que dans une situation de conflit, il faudrait assurer que la population ait le moyen de pouvoir sécuriser le peu de moyens qu'ils ont, que ça ne soit pas emporté ni par la crise, ni par les volets. Donc on avait travaillé au Sud-Soudan sur la sécurisation de l'épargne, qui plus tard a été investie dans la production pendant la phase de relèvement et la phase de reconstruction. Et en Somalie, il était question de pouvoir gérer les transferts internationaux. Nous savons tous que la Somalie vit des transferts, et quand les États-Unis ont pris une décision de dire on va bloquer les transferts, il fallait travailler sur une agence somalienne pour pouvoir centraliser les transferts. Donc ce travail a également été fait. On a mis en place un trust agent. Alors, pour le cas de la Sierra Leone spécifiquement, nous avons travaillé à travers notre programme MM4P dans les 3 pays pour voir comment est-ce qu'on peut contribuer à gérer cette crise-là. Et notre travail a consisté à agir au niveau de la régulation, au niveau de l'infrastructure, au niveau des fournisseurs,
au niveau du réseau de distribution, au niveau des systèmes de paiement et au niveau des clients. Et nous avons fait un diagnostic dont le résultat a été partagé avec vous. Alors, ce que nous avons noté au niveau de la régulation, en ce qui concerne la Sierra Leone, en termes de force, nous avons noté qu'il y avait une claire définition des guidelines pour le paiement mobile, mais par contre, c'était pas assez clair en termes de weakness, c'était pas assez clair pour la coordination, la notion de responsabilité entre les fournisseurs de services financiers mobiles et les opérateurs téléphoniques mobiles. Mais l'opportunité était là que le gouvernement voulait travailler de manière intensive sur la finance digitale. Alors, au niveau des fournisseurs, il y en a quelques qui étaient intéressés, mais ils avaient des compétences très limitées, des expériences très limitées. Au niveau des consommateurs, nous avons noté également qu'ils avaient une attitude positive devant cette crise à pouvoir adopter les services financiers digitaux, mais il y avait la question de l'identification des consommateurs et également de leur éducation financière. L'infrastructure était défaillante et en matière de distribution, il n'y avait pas assez de réseau d'agents pour pouvoir accepter les paiements. Et en matière de services, il n'y avait pas assez de diversification. Donc, c'est ce que nous avons pu observer et travailler sur un programme pour la reconstruction du paiement au niveau de la Sierra Leone. Alors, qu'est-ce que nous avons appris de tout ça? Parce que c'est ça qui est le plus important. Alors, nous avons appris que pour que ça fonctionne, la finance digitale, il faut mettre en place un système de coordination qui implique le gouvernement, qui implique le secteur privé, qui implique les donateurs, sur ce qui est nécessaire d'être fait pour pouvoir accélérer le paiement mobile. Il est important de faire des investissements à grande échelle. Investissements à grande échelle pour pouvoir mettre en place l'infrastructure pour le paiement. Parce que si vous faites le transfert, s'il n'y a pas l'infrastructure, s'il n'y a pas les guichets, s'il n'y a pas les agents bancaires pour pouvoir faire les retraits, c'est difficile de pouvoir avancer. Donc, on a mis l'accent sur l'infrastructure. Il faut travailler également sur la réglementation, notamment en matière de la connaissance des consommateurs, le cas ici. Et ça doit être adapté au contexte. Et il faut travailler également sur la disponibilité de données, parce qu'il est important de pouvoir assurer l'identification des clients. Il faut finalement ne pas considérer les populations comme des bénéficiaires, mais comme des clients. Et ça, c'est très important, parce que les populations qui sont aujourd'hui affectées par la crise deviennent demain des clients. Donc, il faut les mettre dans une perspective d'éducation pour pouvoir les faire passer de la phase de la crise à la phase de relèvement et à la phase de reconstruction. Donc, ne pas les considérer comme des bénéficiaires en leur donnant seulement, mais il faut les éduquer. Il faut mettre à disposition des produits et services qui sont adaptés à chaque phase de la crise. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais partager avec vous. Nous avons un réseau de ressources qui est disponible. Les liens sont là. Vous pourrez toujours télécharger. J'ai mis les liens dans la présentation. Vous pouvez télécharger pour avoir beaucoup d'éléments sur ce que je viens de présenter. Je vous remercie. Merci Mathieu pour cette présentation très informative. Avant de faire réagir les membres du panel, j'aimerais bien poser à Mathieu une question peut-être. Mais vas-y. D'accord. Combien de personnes, selon vous, ont été touchées par votre action dans le cadre de ce programme-là? Si vous avez les données, sinon vous pouvez peut-être nous donner une estimation. Et parmi elles, est-ce que les femmes aujourd'hui, vous estimez qu'elles ont été touchées, puisqu'on sait qu'il y a un écart dans l'accès aux services financiers de manière générale, mais que cet écart-là est particulièrement accentué quand on parle des femmes? Ok. Au niveau de la Sierra Leone, je peux vous donner quelques chiffres où nous avons travaillé sur le paiement. Nous avons permis à près de 2000 travailleurs du secteur de la santé de pouvoir avoir accès à des ressources pendant qu'ils étaient en train de travailler. Et nous avons contribué à pouvoir
sauvé en termes de coûts. On a contribué à sauvegarder, à sauver environ 10 millions de dollars qui auraient pu être dépensés s'il n'y avait pas ce système qui était mis en place pour pouvoir faciliter le transfert et le paiement rapide. Et tout cela, nous avons également contribué à réduire les temps de grève des travailleurs, parce que les travailleurs s'étaient à un moment donné mis en grève parce qu'ils ne recevaient le paiement. Les temps de grève ont été réduits de 8 mois à 0 mois pratiquement parce qu'ils pouvaient recevoir très rapidement le paiement. Alors, par rapport au pourcentage de femmes qui sont touchées, nous avons touché environ 30% de femmes par rapport à cette opération-là. Mais il y avait une condition préalable parce que la Sierra Leone était couverte à environ 90% par la téléphonie mobile, ce qui a facilité ce travail. Pourquoi tout à l'heure j'ai mis l'accent sur la nécessité de mettre en place l'infrastructure pour préparer ces crises-là. Réaction parmi les panélistes sur la présentation de Mathieu. Merci Maïmouna. Merci à M. Soglo pour la présentation. Moi, en fait, je voulais réagir peut-être par rapport à mon expérience sur le mobile payment pour dire qu'effectivement, en situation de fragilité, on constate quand même que le mobile payment protège le consommateur. Protège le consommateur parce que quand on est en situation de fragilité, on est face à des usuriers. Et l'avantage du mobile payment, c'est quand même qu'on a des tarifs qui sont des tarifs homologués par une banque centrale, validés par un établissement de monnaie électronique ou par une banque. On a aussi tout ce qui est protection de consommateurs qui est suivi par le régulateur télécom et le régulateur banque centrale. On a aussi toujours dans ce volet protection du consommateur, donc tout ce qui est sécurité des transactions, le fait qu'on n'ait plus de l'argent fiduciaire, qu'on ait de l'argent scriptural, ça enlève effectivement toute l'insécurité qui peut tourner autour du transport d'argent. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est qu'en fait, la finance digitale en fait, crée le prêt, parce qu'il ne faut surtout pas l'opposer à la banque ni au microcrédit. Dans la finance digitale du mobile payment, on parle maintenant de picocrédit. Ça veut dire qu'on est même un peu en dessous de tout ce qui est microcrédit, avec un scoring qui n'a rien à voir avec le scoring effectivement bancaire, qui est un peu plus d'un niveau, on va dire, supérieur. Le troisième point, en fait, que je voulais mettre en avant, c'est en fait le fait que les opérateurs de télécommunications, depuis 10, 20, 30 ans maintenant, maîtrisent le mass market, leur permet en fait de pouvoir développer des systèmes d'agents, des systèmes de communication, des systèmes de marketing qui font que le client, dès qu'il voit Orange, dès qu'il voit Tigo ou MTN, il a confiance en cet opérateur-là. Parce que historiquement, il a déjà donné de l'argent à cet opérateur-là qu'il a transformé en crédit téléphonique. Donc c'est simplement un passage du crédit téléphonique, on va dire, en fait, à l'argent scriptural dans le téléphone. Et les clients, en fait, en confiant leur argent en trust account, on va dire, à Orange, Tigo ou Expresso, en fait, ils ont déjà cette confiance-là parce que historiquement, ils le font tous les jours avec l'achat de crédit. Et pour terminer, je voulais simplement dire qu'on joue un rôle essentiel sur tout ce qui est blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Parce que chaque wallet qui est aujourd'hui ouvert, en fait, fait l'objet de balayage par des systèmes de balayage qui sont effectivement les mêmes systèmes de balayage que les banques. Donc ça permet effectivement, en cas de fragilité, d'avoir accès quand même à un balayage des KYC des clients et tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent en temps réel, qui n'est même pas fait par les gouvernements ni par les États, mais par des privés, donc les opérateurs de télécommunications. Donc c'est effectivement un gain supplémentaire pour les États. Voilà, je vous remercie. Sacha? So I will probably play the devil advocate here, because I mean it's never interesting to have a panel of people agreeing, right? So despite the fact that the Gates Foundation is focusing and betting a lot on digital financial services, where I disagree here today is that we are really presenting a rose picture of the situation. Like this is like a panacea for all this problem that we are facing in this market. And it's very easy to portray and present what is possible. But the reality is much more complex and difficult. There are many mobile money deployment, 261?
rate less figure? 270. 70. Very few of them reach scaled. Very few of them are profitable. The agent network that is essential to cash in and cash out is mainly in urban centers, not in rural areas. And the reason why it's not in rural areas is because it's not profitable. So you need to have volume, as you said, in order to be, profitable. And most of the time, it's an adjacent activity for mom and pop shops or other legal entities that have other revenues. So it's in very rarely cases is a full dedicated agent. Then we have all the legal impediments in the market. The fact that when we are talking today about financial services, financial sector development, when we're talking about digital financial services, we go one level down to the micro level. We're not talking about inflation, monetary policy, stability of the financial system. We're talking about services that really get at the doorstep of the consumers. Consumer as individual, consumer as sole owners of an SME or agriculture. So it's really very important because it impacts directly the life of these people. But most of the time, and we have a lot of studies, the products that are out there are not suitable to their needs. So there's a lack of awareness and there's a lack of product design that really meets the circumstances and the needs of this target population. So we are really clearly focusing a lot on digital financial services and innovation because we think that there's a huge potential. But this is not happening overnight. So there's a lot of work that needs to be done, and the regulators here in the room really plays a key role in facilitating and enabling this environment. But it's a very complex situation or a complex market to develop, and it just doesn't happen in a year or two. So I just want to raise a kind of red flag in terms of caveat. There are plenty of possibilities and opportunities, but the reality is much more crude. En 1 minute. Yes. Oui. Et ensuite Aurélie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que la finance digitale joue un rôle important pour pouvoir juguler les crises humanitaires, mais ce n'est pas une panacée pour le développement. Tout à fait, nous sommes d'accord là-dessus. Mais lorsqu'on va aborder la question de l'inclusion financière comme outil de développement, nous allons reconnaître ses faiblesses parce que l'inclusion financière aujourd'hui n'arrive pas à financer l'économie réelle comme cela se doit. Ce matin, on a dit que ça ne finance pas l'agriculture suffisamment, ça ne finance pas l'emploi des jeunes, ça ne finance pas les énergies renouvelables. Donc, il y a plein d'éléments que l'inclusion financière n'est pas encore arrivée à prendre en charge. La finance digitale, quant à elle, elle contribue aujourd'hui à juguler les crises humanitaires. Il reste à faire pour que la combinaison de nouveaux produits financiers avec un moyen technologique puisse permettre de régler les questions de financement, de développement. Je suis d'accord avec vous sur ça. C'est vrai qu'il y a énormément d'opportunités dans ce domaine de services financiers digitaux, comme Sacha l'a dit, mais également, Mathieu, je suis d'accord avec vous que dans un contexte d'État face à une fragilité, forcément, les services offerts via la téléphonie mobile sont adaptés. Ils viennent concrètement au secours des populations en besoin, en situation, qui sont dans le besoin. Donc Aurélie, je sais que tu as une réaction par rapport à la présentation, mais nous sommes obligés de passer à la deuxième série de questions et certainement qu'en réponse à une des questions, tu auras l'opportunité de parler. J'aimerais savoir, mesdames et messieurs, quel serait le rôle du secteur privé, des partenaires au développement, des régulateurs dans l'avènement de la finance digitale, particulièrement dans le contexte que nous connaissons. Et après avoir répondu à ces questions, nous allons ouvrir le panel à l'audience pour qu'ils puissent poser leurs questions. Tu commences, vas-y. Merci, Maïmouna. En fait, je suis contente que tu sois passée à la question parce qu'elle permet aussi elle me permet en réalité de faire le point que je voulais faire. C'était par rapport, avant de venir au rôle des différentes parties prenantes, c'était pour expliquer un peu le rôle que la GSMA joue dans ce que Mathieu a exposé tout à l'heure. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons tout d'abord avec nos membres, les opérateurs mobiles, pour leur fournir tout un catalogue de produits
qui permettent de développer le service mobile money et d'être innovant sur cette gamme de services-là. Ensuite, on travaille aussi avec les gouvernements pour que l'environnement réglementaire soit favorable, pour que les bénéfices du mobile money en général et même dans les pays en situation de fragilité puissent être expliqués et reconnus. Donc, on a aussi un aspect capacity building qu'on met en œuvre. Et puis, les partenaires au développement qui ont bien compris l'utilité de ce service pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans les pays en transition. Nous travaillons aussi avec eux parce que nous portons à la GSMA la voix de l'industrie, donc le fait d'avoir une entité centrale permet d'être assuré que les normes et les standards sont respectés. Et donc, à travers cet écran, je vais dire, que nous représentons, ces partenaires au développement ont l'assurance que les fonds sont bien orientés et en plus vont fournir derrière les services qui sont nécessaires à la population. Maintenant, pour en venir spécifiquement à ta question sur quel rôle le secteur privé peut jouer, dans cette affaire-là, on a parlé des business cases. Il faut que ça soit durable, sustainable. Et pour que ça soit sustainable, il faut que cela puisse répondre aux besoins. Et il faut que ça soit suffisamment innovant pour tirer profit de la technologie, donc des différentes technologies, et tout en répondant aux besoins. Donc c'est là où le secteur privé a un rôle prépondérant à jouer. Et il y a aussi une question de mise en place d'un cadre d'exploitation, de fourniture de services qui va en fait permettre d'assurer la confiance que les utilisateurs auront dans le service. Ce qui est très important parce qu'aujourd'hui on remarque qu'il y a encore des pays où les gens sont réticents à utiliser ces services compte tenu de multiples raisons. Et donc, cette confiance, il faut la bâtir et il faut la maintenir. Et cette confiance ne passera que par la mise en place de normes et de standards que les opérateurs vont respecter. Ensuite, quel est le rôle des gouvernements, des régulateurs? Eh bien, c'est de répondre à la principale préoccupation, au principal challenge aujourd'hui que le mobile money rencontre, c'est l'environnement réglementaire. Il y a des pays où l'environnement réglementaire n'est pas favorable au développement de ce service. Il est important, en fait, que cela soit accepté, compris et que des dispositions soient prises pour y remédier. S'agissant des donneurs, c'est ça, les partenaires au développement, le rôle qu'ils ont à jouer, c'est que par exemple, dans le cas où les business cases ne sont pas assez viables pour les opérateurs pour déployer, fournir les services de mobile money, ils peuvent jouer un rôle important. Par exemple, dans un pays en transition où il y a besoin de ce service, et je me réfère par rapport à cela à la présentation de M. Soglonou, où on voit les bénéfices que le service va apporter, eh bien, ça peut ne pas être viable pour l'opérateur mobile de fournir le service. Et dans ce cas, les partenaires au développement peuvent jouer un rôle en apportant les subventions nécessaires pour fournir le service aux populations. Et pour finir, la deuxième chose sur laquelle les partenaires peuvent aussi jouer, c'est de porter un peu la voix donc, des fournisseurs de services auprès des gouvernements, puisqu'ils ont un accès assez facile et assez privilégié par rapport aux régulateurs et aux gouvernements. Donc, c'est de porter la voix et d'expliquer les bénéfices de ce service et de la nécessité d'avoir un environnement réglementaire. Merci. Je pense qu'Aurélie a répondu pour le secteur privé, les partenaires de développement, les régulateurs. Il reste le gouvernement. Il y a une chose importante. Allez-y, Mathieu. Oui, une chose importante pour le gouvernement est un gros payeur.
Si le gouvernement décide d'adopter le paiement digital comme un moyen de paiement, ça aura un effet d'entraînement énorme dans les pays. Donc le gouvernement également sont appelés à pouvoir faire un effort d'adoption de ce mode de paiement pour avoir un effet d'entraînement sur le marché. Très bien. J'aimerais simplement, par rapport à l'expérience du secteur privé, dire quand même que dans la zone banque centrale, on a cette opportunité-là de créer des établissements de monnaie électronique. Et le fait de créer des établissements de monnaie électronique, ce n'est pas vraiment ça n'a pas été mis en place pour les banques, mais ça a été mis en place pour le secteur privé. Et aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie mobile se l'ont approprié, mais on pense que le secteur privé, quand même, moi, en tout cas, personnellement, je pense que le secteur privé doit plus en fait s'approprier de cette réglementation qui est vraiment une réglementation claire qui permet en fait au secteur privé de rentrer dans le monde de la banque et de siéger, comme on le dit, entre guillemets, au niveau de la banque centrale avec des prérogatives. Donc je pense que le premier rôle du secteur privé, c'est vraiment de prendre des agréments de monnaie électronique et de développer l'inclusion financière et puis tout ce qui est digital finance. Le deuxième rôle, c'est en fait un message vers les opérateurs de téléphonie mobile. Je pense qu'il est important que les opérateurs de téléphonie mobile ne s'approprient pas seuls en fait le mobile payment. En termes de technologie, il faut que les opérateurs de téléphonie mobile ouvrent en fait les réseaux, ouvrent les technologies aussi, parce qu'on voit que dans certains pays, accéder à l'USSD, accéder au SMS, ça peut poser problème. Mais voilà, donc tant qu'on a ces freins-là, effectivement, on n'aura pas une véritable inclusion financière via le mobile payment. Merci. Donc, pour rapidement résumer cette question par rapport au rôle des différents acteurs clés, il s'agira de la mise en place d'un cadre réglementaire propice, l'adoption de politiques gouvernementales qui soient adéquates. Également, comme elle l'a dit Aurélie, l'adoption, ou en tout cas la conception de business case innovants de la part du secteur privé et finalement un environnement de concurrence saine. Et donc, sans plus tarder, nous allons prendre des questions. Monsieur. Au fond. Merci. C'est plus qu'une question, c'est une petite contribution. Donc, si vous pouvez vous présenter. Oui, pardon. Pierre Chancsavoir, donc je suis changemaker, je suis associé dans une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Smala & Co, qui a été la première plateforme au Maroc. Et on travaille aussi sur la création d'incubateurs actuellement en RDC et dans certains pays d'Afrique centrale. Et sur la monnaie digitale, la monnaie numérique et les services financiers numériques, en fait aujourd'hui on avait des opérateurs téléphoniques, ce qui explique peut-être le focus mobile money, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça, puisque le numérique ne s'arrête pas simplement à la transaction, au remplacement du billet par un 0 ou un 1, mais c'est aussi tous les services que rendent une agence bancaire aujourd'hui qui sont dématérialisables et qui peuvent en plus être augmentés avec un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, on a des téléphones avec des reconnaissances par empreinte digitale. On est donc capable de faire du KYC quasiment sur un mobile, directement sur un serveur, sans même avoir un agent en face. Il y a un certain nombre d'éléments comme ça, techniques, qui sont des vraies ruptures et dont l'Afrique doit profiter aujourd'hui, puisque ces technologies, elles existent, elles sont accessibles. Et donc voilà, ça c'était un premier point. Le deuxième point, c'est que je pense en effet que ces sujets-là, ils sont aujourd'hui très peu pris en considération par les bailleurs de fonds, mais aussi par les établissements financiers et les opérateurs téléphoniques, qui voient ça encore d'une façon très légère, alors que quand on prend par exemple juste sur le panel du crowdfunding, on a entre le don avec contrepartie, le crowdlending, donc le prêt de particulier à particulier, on parlait des diasporas, c'est exactement le genre de levier de développement qui permet de rapprocher les diasporas avec leur pays d'origine, donc il y a en plus une dimension sociale qui est extrêmement importante. Et le crowd equity, où là on rentre sur de la prise de participation, donc sur la résilience même des entreprises et l'accès au financement, qui permettent aussi d'ailleurs aux entrepreneurs en Afrique de se professionnaliser en s'obligeant à réfléchir sur leur business plan, à présenter leur projet de manière structurée, etc. Donc il y a au-delà de la mobile money, je pense que la finance digitale dans les pays en difficulté, dans les pays fragiles, peut apporter beaucoup plus que simplement faciliter les transactions et réduire les coûts de transfert
des sommes fiduciaires. Merci. Autre contribution, question? Oui, madame. Merci. Bonjour, je m'appelle Edwige Takassi, je suis directrice générale adjointe à ProCredit Bank qui aujourd'hui appartient au groupe Equity. Ma question s'adresse à probablement tous les membres du panel, étant donné que vous avez des backgrounds un peu différents. Aujourd'hui, quand on parle du mobile money et qu'on compare les pays où ça a vraiment fonctionné par rapport aux pays où ça a du mal à démarrer, mon sentiment est que ce qui manque, c'est le dernier maillon de la chaîne. Je m'explique, si par exemple l'État décide de payer tous ses fonctionnaires en mobile money, il y a quand même un moment donné où la ménagère va quand même devoir récupérer du cash pour acheter son poisson au marché. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu la question du dernier maillon qui empêche la chaîne d'être cashless, j'ai l'impression que dans les pays où ça ne démarre pas, ça risque de ne pas démarrer. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez un peu l'expérience de ce qui fait qu'il y a un déclic et que même la vendeuse au marché accepte justement, ou disons la transaction est facilitée et ce n'est rien de compliqué, même si on n'est pas forcément très literate, très éduqué, voilà. C'est ça ma question. Merci. On va répondre question par question, si vous permettez. Qui veut prendre cette question parmi le panel? Can I start? So, I think if you look at the successful countries, there are still issues about the last mile that are still pending. I think from a regulatory perspective, policymaker perspective, or from an industry perspective, it's always better to have a 360 degrees approach, an ecosystem approach. So ideally, you would like, of course, people to get their salaries or their direct benefit transfer, like social subsidies for rice, for food, for fuel, to be paid in a mobile wallet on an account, and then be able to spend that money digitally. So as long as you keep the longest you keep that money digitally, the better, of course. You will never get rid of cash, of course, because cash is going to stay in the economy, but you will create a multiplier effect if you can keep that digital currency in that state. Nevertheless, that doesn't mean that this is happening only in the successful countries. I mean, East Africa is an example or Bangladesh is an example, where you have 22 million new registered users with Bcash. And we are just starting, Bcash itself just started getting in touch with merchants to get acceptance for payment solutions that are digital. Nevertheless, it's a success story. So that means that from 0, we went to 22 million in just 2 years. So I guess there are different degrees. The ultimate objective would be to have the ecosystem in place so that you can keep the money as long as possible. Digital merchant acceptance, we were talking about this morning, what are the incentives to get small mom and pop kiosk transitioning from cash into digital solution? Well, tax is one issue. I mean, the visibility is one issue. So this is one of the role of the regulators, for instance, where they need to think about tax holidays or 3 years where they reduce the tax that they will be paying in order to allow these mom and pop shops, these small SMEs to try these solutions, and then you move on. But it's not, I mean, it's a very complex environment. And as you said, then you have to have the agent network in place. They need to be profitable. You need to have the signal in place in rural areas. So the signal is not, the quality of service is not there. You start a transaction, the signal falls, and then you need to start again. That creates uncertainty. So there are very pieces. It's not just the fact that you can continue the transactions and spend that money for education or health in a digital format that make that a success story. Autre question? Peut-être, la finance digitale ne veut pas dire zéro monnaie fiduciaire. Hein. Il y aura toujours du papier qui va circuler. Ça, c'est important. Mais je pense que sa question est très pertinente, la représentante d'Equity, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut que le cash sorte,
Mais l'objectif, c'est que la monnaie électronique reste dans le porte-monnaie le plus longtemps possible, qu'elle ait un cycle de vie le plus long possible. Et donc, quand est-ce qu'on aura des commerçants aujourd'hui qui acceptent la monnaie électronique comme moyen de paiement au lieu du cash? Et je pense que c'est un long processus qui n'est pas impossible, mais qui est quand même en cours. Par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai déjà payé un ouvrier qui est venu chez moi avec la monnaie électronique, et j'étais même surprise de voir qu'il me disait « il n'y a pas de problème, transférez-moi les sous ». Donc je pense que ça viendra, mais c'est quand même un long processus. Il faut beaucoup d'éducation financière. Beaucoup d'éducation financière. Beaucoup. Autre question? Oui, monsieur. Nous allons prendre 3 dernières questions. Bonjour, c'est juste pour continuer dans le sens de la conversation. Je sais que, par exemple, je viens du Sénégal et je sais que les gens, ils transfèrent des crédits téléphoniques entre eux. Ça, c'est même les gens, partout, dans les villages, partout ça se fait. Est-ce qu'on peut penser à ce processus pour répondre à la question de la précédente? Ce que je veux dire, est-ce qu'on peut substituer le e-money au crédit téléphonique? Demander à Laurent de répondre. Mais en tant qu'ancien régulateur, ma réponse est non. Non, c'est tout à fait non. Je vais essayer de dire oui quand même. Non, en fait, pour ce cas-là, je pense qu'il faut d'abord comprendre que le client répond à un besoin. Et si le besoin du client, ce n'est pas de payer en cashless, on a beau lui faire du marketing, on a beau lui expliquer, si ce besoin-là n'est pas là, le client ne fera pas de cashless. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que payer avec du cash est relativement simple. C'est extrêmement simple. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de code à retenir, il n'y a pas de wallet, il n'y a pas de solde. Donc pour le client, quand il fait en fait la comparaison entre le wallet et le cash, finalement il se dit, on me rajoute des complexités, alors que le cash, finalement, voilà, c'est quelque chose de très simple pour moi. Pour répondre, voilà, maintenant nous, effectivement, on pense que c'est dans un processus d'éducation qu'on va pousser les clients à devenir cashless. Et aujourd'hui, ça marche. Quand on prend le cas du Sénégal, on a un réseau pétrolier qui nous a accompagnés dans le paiement marchand, mais à un moment, ils étaient à plus de 40% de leur paiement qui était en cashless, qui a même soulevé les autres pétroliers. On est parti voir le Premier ministre parce que il y avait quand même des tensions. Pour vous dire que quand le client il voit son intérêt, il y va. Voilà. Maintenant, ce processus-là, ça va prendre du temps parce que le cash a un pouvoir. Je pense que c'est ce que, effectivement, c'est vraiment psychologiquement que le cash est ancré dans la tête de nos populations. Mais je pense qu'on va y arriver. En tout cas, on se rend compte au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, en tout cas, que chaque jour, on recrute de nouveaux clients. C'est un processus très compliqué, très difficile, mais ça arrive. Maintenant, pour répondre à la question de monsieur, en fait, c'est effectivement un vide qui était là. Les clients ne parvenaient pas à transférer de l'argent en mode, on va dire, wallet, c'était avant les wallets. Ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils allaient chez un distributeur de crédit airtime, ils donnaient de l'argent, et le distributeur de crédit airtime transférait le crédit airtime à son autre grossiste dans un village, qui lui remettait l'argent, en fait, cash, à celui qui vient récupérer le cash. Donc, eux, ils se font des virements de crédit téléphonique entre grossistes, mais le cash est donné par des clients. Voilà. Et ils appelaient ça un transfert d'argent. Mais en fait, ce n'est pas du transfert d'argent, ce n'est pas du wallet, ce n'est pas de l'argent scriptural, c'est un détournement de service pour pouvoir assurer un service de transfert d'argent. Voilà. Et ça disparaît avec les opérateurs de mobile money qui arrivent. Je sais que Sacha veut réagir à ça. Yes, no, I just want to support your position as a non-regulator. That shouldn't happen because you don't want airtime and money to commingle. Vous ne voulez pas mélanger l'airtime et l'argent parce qu'en fait, un des problèmes de régulateur, c'est justement la création de la monnaie. Et donc, si vous donnez, par exemple, 5 minutes de airtime à $10 et après vous faites une offre et à $5, vous donnez toujours 10 minutes, vous créez de la monnaie, en fait, d'une façon fictive, sans que la monnaie soit dans les comptes bancaires ou même rentabilisée. Et donc, un des problèmes des banques centrales et des régulateurs, c'est justement éviter que la monnaie électronique ça devienne une source de création de monnaie dans les systèmes. Et donc, il faut vraiment éviter que les deux portefeuilles soient connectés.
D'autres intervenants? Bien, je pense que l'heure du coupé approche. L'heure du coupé est là, on le coupé des jeunes. Je vais vous épargner du résumé et de la synthèse de la session pour permettre, pour libérer les participants. La journée a été longue, mais nous remercions les panélistes un à un. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Les navettes pour rentrer à l'hôtel. Pour ceux qui restent au total, il y aura encore les navettes à l'hôtel. Merci. Et pour suivre les hôtels, ces navettes sont à l'extérieur. Ok.